Personne de ma famille n'est venu à mon mariage, pas même mes parents, ni mon meilleur ami. Ils sont tous allés à la fête de fiançailles de ma sœur à la place. Mais alors que nous coupions le gâteau, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère, « Nous devons parler, maintenant ». Suivi de 52 appels en absence. J'ai rappelé, et puis. Je ne m'attendais pas à ce que le jour de mon mariage soit si calme. Pas ce genre de calme paisible, mais plutôt celui qui vous fait sentir que quelque chose ne va pas et que personne n'ose le dire à voix haute. Vous savez, cette quiétude étrange quand il manque quelque chose. Et vous n'arrivez pas à vous défaire du sentiment que cette absence est délibérée. C'était l'atmosphère qui m'entourait alors que je me tenais aux côtés de ma femme, faisant semblant de ne pas remarquer les sièges vides au premier rang. Mes parents ne sont pas venus. Ni ma sœur Amanda, ni mon meilleur ami d'enfance, Matt, à qui je confiais des secrets que je n'avais dit à personne d'autre. Les chaises qui leur étaient réservées étaient toujours là, intactes, avec ces petits cartons nominatifs que nous avions passé un dimanche entier à fabriquer à la main. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être en retard. Un pneu crevé, une mauvaise route. Je me suis même accordé 30 bonnes minutes de déni avant que la réalité ne me frappe. Ils ne viendraient pas. Tout le monde applaudissait, souriait et levait son verre comme si tout était parfait. Ma femme, calme et digne, a croisé mon regard à plusieurs reprises, mais elle n'a pas dit un mot. Je pense qu'elle savait que j'avais besoin de tenir le coup. Alors, j'ai souri. J'ai souri si fort que mon visage me faisait mal. J'ai serré des mains, bavardé de choses et d'autres, et j'ai même porté un toast. Mais alors que nous coupions le gâteau et que tout le monde se penchait pour prendre des photos, mon téléphone s'est allumé dans ma poche. Je l'ai ignoré au début. Puis il a vibré encore et encore, sans s'arrêter. Je l'ai sorti de ma veste et j'ai baissé les yeux. Un message de maman. Nous devons parler, maintenant. Puis un autre, appelle-moi, s'il te plaît. C'est urgent. Suivi de 52 appels en absence. Maman, Amanda, Matt, papa, en boucle. Je n'ai rien dit. Je suis sorti. L'air était froid pour un mois d'août. Ou peut-être que c'était juste mon impression. Je l'ai rappelé. Elle a répondu comme si elle attendait que je craque le premier. Elle n'a pas demandé comment s'était passé le mariage, ne s'est pas excusée. Elle est passée directement à une explication bien rodée concernant la fête de fiançailles d'Amanda. C'était aujourd'hui. Elle n'a pas nié la coïncidence des dates. En fait, elle a admis qu'il l'avait planifié le même jour parce que la famille du fiancé d'Amanda n'était disponible que ce week-end-là. Elle a dit qu'ils avaient besoin que l'événement soit parfait, surtout que les parents du futur marié étaient riches et influents et avaient de grandes attentes. Et puis elle m'a dit où était passé l'argent. Tu te souviens de ce virement que tu nous as fait en juillet? On a dû en utiliser une partie pour la compte de la salle d'Amanda. Elle ne voulait rien de bon marché. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu voudrais que ta sœur passe une belle journée. Elle a dit ça nonchalamment, comme si ce n'était pas un vol, comme si elle ne venait pas d'admettre qu'ils avaient pris l'argent destiné à mon mariage pour le détourner vers la célébration de quelqu'un d'autre. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, pendant qu'elle continuait de parler de l'orchestre, du chef privé, du vin importé. Tout cela payé avec mon aide, apparemment. Même Matt, à qui j'avais demandé d'être mon témoin, s'était porté volontaire pour être le maître de cérémonie de l'événement d'Amanda à la place, disant qu'il se rattraperait plus tard. Je ne me souviens pas de la fin de l'appel. Mais je me souviens du moment exact où quelque chose en moi s'est éteint. Ce n'était pas de la rage. Ni même de la tristesse. C'était juste. Fini. Il pensait que j'allais accepter ça comme je le faisais toujours, comme je l'avais toujours fait. Le fils fiable, le frère compréhensif, l'ami qui pardonne tout. Mais cette fois, ils étaient allés trop loin. Ils avaient pris le jour le plus important de ma vie et l'avaient mis de côté comme un simple contretemps d'agenda. Pire encore, ils me l'ont fait payer. Ils s'attendaient à ce que je leur pardonne. Ce fut leur plus grande erreur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cet étrange mélange de calme et de clarté qui ne vient que lorsque quelque chose en vous se brise net en deux. Je n'en ai pas encore parlé. Ni à ma femme, ni à personne. Je me suis habillé, j'ai préparé du café comme n'importe quel autre jour, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé directement au compte. J'avais été la banque de ma famille pendant si longtemps que je n'y pensais même plus. Chaque fois que mon père était en retard sur ses factures, je virais de l'argent.
Quand les frais de scolarité d'Amanda étaient insuffisants, je couvrais la différence sans qu'elle le demande. Ma mère gérait les dépenses pour les courses avec une carte que je lui avais donnée il y a 4 ans. Amanda en avait une aussi. Pour les urgences. Matt, mon meilleur ami, m'avait même demandé une fois de lui avancer son loyer pendant une période difficile. Je l'ai fait. Sans poser de questions, juste pour aider. Les dégâts étaient là, noir sur blanc. Et c'était plus profond que ce à quoi je m'attendais. 2 paiements à une salle de réception de luxe. Un débit de $7 000 à un traiteur de Bridgeport dont je n'avais jamais entendu parler. Des robes de créateurs, des arrangements floraux, un acompte pour un quatuor de jazz local. Puis quelque chose m'a vraiment interpellé. Une facture pour un open bar à mon nom pour un événement prévu le soir même de mon mariage, organisé sur un toit-terrasse qu'Amanda avait toujours rêvé de louer. Ils avaient littéralement utilisé mon identité pour planifier et financer la fête de rêve de ma sœur avec mon argent, le soir de mon mariage. Et puis il y avait la réservation d'hôtel. Le nom de Matt sur une suite réservée pour 3 nuits. Toutes les dépenses facturées sur le compte familial que j'avais créé pour les urgences. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je n'avais jamais eu de famille. J'avais un système de dépendance, un réseau de personnes qui aimaient le Jason qui donne, qui répare, qui paie, qui résout les problèmes. Mais Jason le marié, Jason la personne, lui, était jetable. Alors, j'ai commencé petit. D'abord, je me suis connecté au compte bancaire partagé, celui auquel ma mère avait accès pour les courses. J'ai cliqué sur « Geler le compte ». Pas d'avertissement, pas de message, juste une fermeture. Puis la carte de crédit d'Amanda. Elle l'utilisait depuis des années. J'ai ouvert le panneau d'administration et j'ai déclaré la carte comme perdue au volet. Le système l'a signalée, l'a bloquée et en a envoyé une nouvelle à mon adresse au lieu de la sienne. Ensuite, j'ai passé quelques appels, le traiteur, la salle de réception et le groupe de musique. Je leur ai dit la même chose à tous. Transaction non autorisée, utilisation frauduleuse. Je n'ai même pas eu besoin de mentir. Je n'avais jamais rien approuvé de tout cela. Ils ont tout mis en pause immédiatement. Certains semblaient nerveux. Un couple a dit qu'Amanda avait déjà envoyé des invitations pour un deuxième événement le week-end suivant, destiné à la famille élargie de son fiancé. Cet événement était désormais mort-né. Je n'ai répondu à aucun des appels qui ont commencé à affluer. J'ai laissé la panique monter. Les messages vocaux d'Amanda sont passés de passif-agressif à de véritables supplications en moins de 3 heures. Dans le premier, elle faisait semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Au 5e message vocal, elle jurait qu'il me rembourserait. D'une manière ou d'une autre, elle avait juste besoin que je débloque les comptes, juste pour quelques jours. Ma mère a commencé par la culpabilité. Elle a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Que ce n'était qu'un mauvais timing. Et qu'Amanda n'avait pas réfléchi. Aucune excuse. Juste l'espoir que je ferais ce que je faisais toujours, faciliter les choses. Et Matt. Matt a eu le culot de m'envoyer par texto une photo de la fête d'Amanda. Tout le monde souriait, coupe de champagne levée. Il a carrément écrit « J'aimerais que tu sois là, mon pote ». Je ne lui ai pas répondu non plus. À la place, j'ai réservé un chalet pour 2 jours pour ma femme et moi. Un endroit isolé et simple. Cheminée, pas de réseau. Je lui ai dit que nous partions après le déjeuner, juste nous deux. Je n'ai rien expliqué avant que nous soyons sur la route. Elle a écouté, hoché la tête et dit une seule chose qui m'est restée en tête pendant tout le voyage, ils ne t'ont jamais mérité. C'était étrange, paisible. Le silence, le sentiment de ne pas être observé, attendu, utilisé. Juste d'exister à côté de quelqu'un qui était pleinement là, et uniquement pour moi. Pendant ce temps, à la maison, le chaos grandissait. J'avais mis le feu aux poudres, et je n'avais pas encore fini. Quand nous sommes rentrés du chalet, je n'ai même pas allumé mon téléphone tout de suite. Il est resté sur le comptoir, éteint. Ma femme ne m'a rien demandé. Nous avons juste préparé le dîner, nous nous sommes assis dehors et avons mangé en silence, comme si nous n'avions rien à rattraper. Parce qu'en vérité, ce n'était pas le cas. Je savais qu'au moment où je le brancherais, le monde extérieur reviendrait en force. Et c'est ce qui s'est passé. Le téléphone a vibré sans arrêt pendant près de 3 minutes dès qu'il s'est rallumé. Notifications, messages vocaux, appels manqués, SMS, des dizaines d'Amanda, plusieurs de mes parents, un de Matt,
2 de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'en ai ouvert aucun tout de suite. Je voulais voir ce qui se passerait quand les gens ne pourraient plus joindre la version de moi sur laquelle ils comptaient. Celui qui arrangeait les choses, apaisait les tensions, réparait discrètement les dégâts que les autres causaient. Mais je n'ai pas eu à chercher longtemps avant que les retombées ne commencent à me parvenir. Becca, ma cousine, probablement la seule parente qui parlait encore aux deux camps, m'a envoyé un unique message, elle a pété les plombs. La fête est tombée à l'eau. C'était tout. Mais cette seule phrase disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus tard, Becca m'a donné plus de détails. La deuxième fête de fiançailles d'Amanda, celle destinée à impressionner la famille élargie de son fiancé, s'était complètement effondrée. Le fleuriste n'a pas livré. L'orchestre ne s'est pas présenté. Le traiteur a annulé la veille. Apparemment, Amanda avait promis le paiement intégral, mais le temps qu'elle réalise que les comptes étaient gelés et les services suspendus, il était trop tard. Les invités sont quand même venus et sont entrés dans une salle à moitié décorée avec des plateaux en plastique d'amuse-gueule de supermarché que les amis d'Amanda avaient préparés à la dernière minute. La mère de son fiancé lui a demandé pourquoi le gâteau n'était pas arrivé. Amanda s'est enfermée dans les toilettes pendant 20 minutes. Il n'y a eu ni toast, ni musique, ni deuxième célébration, et personne de notre côté de la famille n'est intervenu pour l'aider parce que, pour une fois, je n'étais pas là. Le même jour, j'ai finalement écouté le dernier message vocal d'Amanda. Sa voix était paniquée, presque tremblante, mais toujours empreinte d'une certaine arrogance. Elle disait que j'étais cruel, que je punissais toute la famille pour un malentendu. Elle disait que je surréagissais et que si je ne débloquais pas les cartes, il serait humilié devant des gens qui comptaient. Cette dernière partie m'a touché plus qu'elle n'aurait dû. Des gens qui comptaient. Apparemment, je ne faisais plus partie de cette catégorie. Le message se terminait en me disant d'appeler maman, qu'elle pleurait et que papa était furieux. Alors, j'ai écouté le message vocal de mon père ensuite. Il était plus froid. Il n'a pas crié, mais il ne parlait pas non plus comme un père. Il a dit qu'il ne pouvait pas obtenir de prêt pour couvrir l'événement d'Amanda à cause de leur situation de crédit. Qu'ils étaient maintenant en retard sur leurs factures. Que j'avais envenimé la situation. Que je déchirais la famille. Puis il l'a dit, tu fais une erreur en nous coupant les ponts comme ça. Pas, nous sommes désolés, ni un, nous sommes allés trop loin, juste que c'était moi qui faisais l'erreur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils se croyaient encore en droit de disposer de moi. Comme si j'étais une sorte d'abonnement qu'ils pouvaient activer quand ça leur chantait. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai ouvert une feuille de calcul. Il m'a fallu 3 heures pour la remplir. Chaque dollar que j'avais jamais envoyé, chaque prêt, chaque cadeau, chaque virement d'urgence, chaque chèque de loyer que j'avais couvert, chaque paiement de carte de crédit que j'avais fait quand Amanda disait qu'elle était, juste entre deux boulots. J'ai fouillé dans des années de relevés bancaires et de mai. Même les 1200 $ que Matt avait empruntés une fois quand sa voiture était tombée en panne, et qu'il n'avait jamais remboursé. Quand j'ai terminé, le chiffre en bas ne m'a pas choqué. Mais le voir, tout en un seul endroit, c'était comme tenir une liste de reçus pour une vie que j'avais été dupé à financer. Plus de 137 000 $. J'ai imprimé 3 copies, les ai envoyées séparément, une à mes parents, une à Amanda, et une à Matt. Pas de mots, pas d'explication, juste un titre en haut, voici ce que ça a coûté d'être votre fils, votre frère, votre ami. Puis j'ai appelé mon opérateur mobile et j'ai changé de numéro. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai fait de discours à personne ni envoyé de SMS d'adieu. J'ai juste disparu. Becca m'a envoyé un message 2 semaines plus tard, disant qu'Amanda était devenue silencieuse. Son fiancé s'inquiétait des problèmes d'argent et de son comportement. Ses parents prenaient leur distance, posaient des questions, devenaient nerveux. Ma mère, apparemment, disait aux proches que je prenais du temps pour moi. Personne n'a mentionné le mariage. Personne n'a évoqué la fête de fiançailles. Ils l'ont enterrée, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Et Matt, je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Ils m'avaient tous poussé hors du cadre pour pouvoir centrer leur propre histoire. Alors, je me suis retiré pour de bon. Et le silence qui a suivi. Il était magnifique. C'est étrange la rapidité avec laquelle les gens peuvent réécrire une histoire une fois qu'ils réalisent qu'ils en ont perdu le contrôle. 3 semaines après avoir envoyé ces lettres et coupé tout contact, le silence de ma famille a changé. Pas en excuse, ni en un véritable changement, juste en stratégie.
Ils ont commencé à parler de moi de manière détournée, racontant aux gens que je gérais du stress, que j'avais des difficultés émotionnelles, insinuant même que j'avais des problèmes dans mon mariage, comme s'il était plus logique de me dépeindre comme instable que d'admettre ce qu'ils avaient fait. J'ai appris cela par Becca, qui avait déjeuné avec Amanda et notre mère un week-end. Elle ne savait pas que mon nom serait mentionné, elle s'était juste assise en s'attendant à une conversation normale, mais mon nom est apparu presque immédiatement. Amanda lui a dit que j'agissais bizarrement depuis un moment et que j'avais explosé parce que je ne supportais pas de partager la vedette. Elle a dit que j'avais gelé les comptes parce que j'étais jaloux de ses fiançailles, que ça n'avait jamais été une question d'argent. Becca n'y a pas cru une seconde. Elle m'a appelé plus tard et m'a tout raconté, mot pour mot. Mais c'est ce qu'elle a dit ensuite qui m'a pris par surprise. Apparemment, Amanda et ma mère étaient allées voir Matt, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour demander de l'aide. Elle voulait qu'il contacte ma femme. Elle pensait qu'elle pourrait peut-être me convaincre de tourner la page. Elle prévoyait même un dîner de famille pour « crever l'abcès », le genre où rien n'est reconnu et où tout est balayé sous le tapis, pour qu'ils puissent tous recommencer à prétendre que nous sommes proches. Et voici le rebondissement. Matt n'a pas dit non. Il a envoyé un texto à ma femme alors que j'étais assis juste à côté d'elle. J'ai observé son visage pendant qu'elle le lisait. Elle n'a pas beaucoup réagi, m'a juste tendu le téléphone et a continué à manger. Le message disait « Salut, je sais que les choses ont été compliquées, mais peut-être que tu devrais parler à Jason. Je pense que sa famille essaie d'arranger les choses. Ne laissez pas la fierté gâcher la paix. » La fierté. Ce mot avait un impact différent venant de quelqu'un qui avait séché mon mariage pour assister à une fête que j'avais payée. Ma femme a bloqué son numéro sans dire un mot. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon histoire. C'était la nôtre. Et elle avait aussi tracé sa ligne. Mais voici la partie que je n'avais pas vue venir. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet disait simplement « Tu mérites de savoir ». Il venait d'une femme nommée Lassie. Elle s'est présentée comme une ancienne amie d'Amanda. Pas quelqu'un que je connaissais, juste un nom que j'avais peut-être entendu une fois en passant. Elle a dit qu'elle ne s'était pas parlé depuis des mois, mais qu'elle était à la fête de fiançailles d'Amanda, la première, celle pour laquelle ils avaient tous abandonné mon mariage. Elle m'a dit quelque chose que j'ignorais. Amanda s'en était vantée dans les semaines précédentes, non seulement de la fête, mais de la facilité avec laquelle elle utilisait les comptes de Jason pour tout couvrir. Elle en plaisantait, m'appelait ça « carte de crédit ambulante », disait que je ne dirais jamais non, même si je le découvrais, et pire, elle avait dit aux gens que j'avais proposé de financer le tout. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Ce n'était pas exactement choquant, mais c'était comme trouver une fuite dans le sol après l'inondation, quelque chose que vous aviez manqué en gérant les dégâts. Cela a changé quelque chose en moi, car maintenant ce n'était plus seulement de la négligence. Ce n'était plus seulement de la trahison. C'était de l'humiliation publique. Ils ne se contentaient pas de m'utiliser. Ils en faisaient un jeu. Ma femme a vu l'email et a posé une seule question. « Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Je ne lui ai pas répondu sur le moment. Mais plus tard dans la nuit, je me suis connecté à mon espace de stockage en ligne. J'ai commencé à rassembler des choses. Capture d'écran, relevés bancaires, messages vocaux, photos du mariage avec les chaises vides au premier rang. Cette feuille de calcul que je leur avais envoyée, j'y ai ajouté des notes de bas de page, des dates, des citations, des messages. Pas par vengeance, mais parce que je savais que quelque chose d'autre se préparait, et cette fois, j'allais être prêt. Je ne prévoyais pas de rendre cela public. Ce n'était pas le but. Mais plus je pensais aux petites histoires d'Amanda, à la façon dont elle m'avait transformé en sponsor volontaire de son fantasme, plus je réalisais que ce n'était plus seulement une affaire de famille. Elle réécrivait qui j'étais. Et si les gens n'entendaient que sa version, alors la mienne pouvait aussi bien ne pas exister. Tout a commencé par un message d'un ami commun, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, qui m'a contacté après avoir entendu une histoire bizarre à mon sujet. Il a demandé si j'allais bien. Il a dit qu'Amanda racontait aux gens que j'avais fait une dépression, que j'avais manqué mon propre mariage parce que je ne supportais pas qu'elle se fiance avant moi. Je suis resté assis là, à lire ces mots. C'est là que j'ai su qu'il était temps. J'ai écrit une publication. Pas dramatique, pas amère, juste factuelle. J'ai tout exposé comme si j'écrivais un rapport. J'ai expliqué que je m'étais marié le mois dernier, qu'aucun membre de ma famille immédiate n'était venu,
que ma sœur avait organisé sa fête de fiançailles le même jour et utilisé l'argent que j'avais envoyé pour mes dépenses de mariage pour payer son propre événement, que mon meilleur ami avait abandonné ma cérémonie pour aller porter un toast à quelqu'un d'autre à une fête que j'avais financée sans le savoir. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai insulté personne. Je ne les ai même pas identifiés. J'ai juste dit la vérité. Puis j'ai joint la photo, celle de notre mariage. Ma femme et moi debout à côté du gâteau. Le premier en vide derrière nous, clairement marqué avec les cartons nominatifs, Amanda, maman, papa, Matt. Des chaises qu'ils n'ont jamais occupées. J'ai cliqué sur « Publier » et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite a été plus rapide que prévu. Les gens ont commencé à partager. Pas seulement des amis, mais des inconnus. La publication est devenue virale dans notre cercle. Certains l'ont repartagé avec des légendes comme « Imaginez faire ça à votre propre frère ». D'autres ont juste posté des émojis de cœur brisé où on dit qu'ils espéraient que je me remettais. Et puis sont venus les messages. Tellement de messages, d'anciens collègues, d'amis de l'université, de parents éloignés, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils m'ont contacté un par un pour dire qu'ils l'avaient vu, qu'ils y croyaient. Certains avaient leurs propres histoires. Trahison familiale, confiance brisée, être celui qui donne toujours jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quelques personnes m'ont dit autre chose, que les parents du fiancé d'Amanda avaient aussi vu la publication. Ils n'étaient pas identifiés, mais quelqu'un la leur avait envoyé, et apparemment ils n'avaient aucune idée de toute l'histoire. Ils pensaient qu'Amanda et moi étions en excellents termes, que j'avais aidé à planifier la fête. Amanda leur avait dit que j'avais insisté sur la même date pour que nous puissions célébrer ensemble plus tard. Ce soir-là, quand ils ont lu la publication et vu la photo, les choses ont changé. Becca m'a appelé 3 jours plus tard. Les fiançailles d'Amanda étaient officiellement en pause. Son fiancé lui a dit qu'ils avaient besoin de temps pour réévaluer leurs priorités. Ses parents avaient retiré leur soutien financier pour le mariage. Ils étaient mal à l'aise avec la façon dont les choses avaient été gérées, surtout les mensonges. Et mes parents, ils sont devenus silencieux. Pour la première fois de ma vie, ils n'ont pas appelé pour crier, me culpabiliser ou supplier. Ils ont juste disparu. Probablement trop stupéfaits pour comprendre comment j'avais retourné le scénario sans jamais les nommer. Matt a essayé une fois, il a envoyé un long email sur la façon dont j'avais étalé des affaires familiales privées à des étrangers et embarrassé de bonnes personnes. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste supprimé. Mais le meilleur message est venu de quelqu'un que je n'attendais pas, la femme qui m'avait prévenu au départ. Elle a écrit, « Les gens ont enfin vu ce que tu as vécu. Ça compte plus que toutes les excuses que tu ne recevras jamais. » Elle avait raison. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même plus de justice. Il s'agissait de la vérité. Et pour la première fois, tout le monde pouvait la voir. Après que la publication a circulé, le silence était différent. Pas comme avant. Cette fois, ce n'était pas de l'évitement ou de la négligence. C'était le genre de silence stupéfait. Celui qui vient quand les gens réalisent qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ma famille n'a pas dit un mot. Pas pendant des jours, peut-être des semaines. Je pense qu'ils attendaient de voir si je la supprimerais, si je reviendrais sur mes propos, si je l'expliquerais. Mais je ne l'ai pas fait. Et je pense que ça leur a fait plus peur que tout ce que j'ai écrit. Finalement, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord, un court email de ma mère. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit que la publication avait nui à la réputation de la famille, que j'avais exposé des affaires privées et causé de la confusion parmi les gens qui tiennent à nous. Aucune mention de ce qui s'était réellement passé. Aucune prise de responsabilité, juste une note soigneusement formulée qui donnait l'impression que j'avais transformé un petit malentendu en spectacle public. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, Amanda a de nouveau essayé de me joindre par l'intermédiaire de Becca. Elle voulait parler en privé, a dit que nous avions, tous les deux fait des erreurs, et que nous pouvions repartir à zéro. Elle a même suggéré l'idée de reprogrammer son mariage avec une invitation pour ma femme et moi cette fois. Comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait été qu'un échauffement. J'ai demandé à Becca si Amanda avait jamais admis ce qu'elle avait fait. Becca a simplement secoué la tête. J'ai su alors que rien n'avait changé. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste coincés. La même semaine, mon père m'a envoyé une lettre, du vrai papier, comme une grenade de culpabilité du passé.
Il a dit qu'il ne connaissait pas tous les détails et qu'il n'avait pas participé à la planification. Mais que les familles doivent se pardonner. Et que j'étais trop émotif pour voir la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble. C'est ce qu'il disait toujours quand il voulait que j'ignore ma peine. Quand il voulait que je me sente petit de ressentir quoi que ce soit. Et puis est venu Matt. Il a envoyé un email. Il a dit qu'il n'avait pas géré les choses aussi bien qu'il aurait dû, mais qu'il se sentait attaqué par les retombées publiques. Il a prétendu avoir des loyautés des deux côtés, m'a dit qu'il était injuste de laver son linge sale en public. C'était le plus grand nombre de mots qu'il m'ait adressé en un an, et je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'étais plus en colère. Cette partie s'était déjà consumée. Ce que je ressentais maintenant, c'était de la clarté. Pendant des années, j'avais gravité autour de gens qui ne me voyaient que lorsque je faisais quelque chose pour eux. Quand j'ai arrêté de bouger, ils ont perdu leur centre. Et au lieu de demander pourquoi, ils ont essayé de me ramener de force. Mais j'en avais fini de tourner autour des besoins des autres. J'avais les miens maintenant. Quelques mois plus tard, ma femme et moi avons organisé quelque chose de petit, juste des amis, juste des gens qui étaient réellement venus. Pas de pression, pas de discours, pas de drame familial. Nous avons cuisiné ensemble, allumé des bougies, mis de la musique, et nous nous sommes assis en riant de tout et de rien. À un moment donné, j'ai pris du recul et j'ai juste observé. Chaque personne dans cette pièce avait choisi d'être là. Ils n'étaient pas liés à moi par obligation. Ils ne m'utilisaient pas. Ils m'appréciaient, tout simplement. Pour moi. Il n'y avait aucune chaise vide. Cela m'a frappé plus fort que tout le reste. Pendant des années, j'avais rempli des sièges pour des gens qui n'avaient jamais pris la peine de s'asseoir. Maintenant, sans même essayer, la table était pleine. C'est là que j'ai su que je n'avais pas perdu une famille. J'en avais quitté une. Et celle que j'avais construite était meilleure à tous points de vue. Le dernier message que j'ai reçu d'Amanda est arrivé sous la forme d'un simple texto. Pas de ponctuation, juste 5 mots, nous sommes toujours ta famille Jason. Pas d'excuses, pas de prise de conscience, juste un appel silencieux à revenir à ce que c'était avant. À une version de moi qui n'existait plus. Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, juste parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient raison sur une chose, cependant. Nous étions une famille, un jour. Mais cette version de nous n'existait que tant que j'étais prêt à disparaître en elle. Maintenant, j'étais là, pleinement, présent, lucide, et il n'était nulle part en vue.